y a quelque temps, j'ai lu sur Internet un sujet que j'ai trouvé très intéressant. Très intéressant. Et comme je suis très curieuse, je me suis dit, je vais faire des recherches là-dessus. J'ai commencé il y a quelques mois. J'avais même oublié du sujet. Je me suis rappelé du sujet il y a quelques temps. J'avais fait littéralement un exposé sur le... Bon, j'avais pas fait un exposé, j'avais écrit un exposé sur le sujet à base de mes recherches. Et aujourd'hui, je voudrais vous en parler parce que c'est un sujet, je crois, qui concerne le monde entier. En fait, tous, on va se retrouver dans ce sujet. Je commence par ça. En fait, imaginez que, disons, je veux dire, tout commence par une photo. Une photo que personne ne devait voir, en fait, et qui a fini par être vue par le monde entier. Et si je te disais que la meilleure façon de ne pas... la meilleure façon de cacher quelque chose, c'est de ne pas essayer de le faire. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes avec Gloria. Imaginez, vous publiez une photo sur Internet. Quelques personnes la voient, quelques personnes voient la vidéo. Presque personne n'y prête attention, en fait. Personne ne prête attention, c'est rien de spécial. Puis un jour, une personne très connue décide que cette photo doit disparaître parce qu'elle contacte des avocats, elle est intente, c'est ce qu'on dit, elle intente un procès, elle exige que l'image soit retirée. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la photo disparaît? Ben non, la photo ne disparaît pas. Des millions de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de la vidéo, jamais entendu parler de la photo, jamais vu la photo, se mettent soudain à la chercher. En quelques jours, la photo devient célèbre dans le monde entier. Ironiquement, en fait, ce n'est pas la photo qui a créé le scandale. C'est la tentative de la faire disparaître qui a créé le scandale. Alors, je vous invite dans l'univers de l'effet Streisand. L'effet Streisand, c'est un phénomène qui nous montre que parfois, vouloir cacher quelque chose, une information, c'est la meilleure façon ou le meilleur moyen de la rendre célèbre. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Je vais commencer par une histoire vraie. C'est l'histoire à l'origine de l'effet Streisand. L'effet Streisand, comment je veux dire, tire son nom de la célèbre chanteuse, je ne sais pas si vous la connaissez, la célèbre chanteuse et actrice Barbara Streisand. Nous sommes en 2003, suivez bien cette histoire, nous sommes en 2003. Le photographe, quel est son nom? Kenneth Adelman. Kenneth Adelman mène un projet environnemental ambitieux, c'est-à-dire il photographie des milliers de kilomètres du littoral californien afin de documenter des érosions des côtes, en fait, des érosions des côtes. Au total, plus de 12 000 photographes sont mis à la disposition du public. 12 000 photographes. Parmi elles se trouve une image montrant de loin, au loin, la résidence de la célèbre chanteuse et actrice Barbara Streisand. Cette photo n'a rien d'extraordinaire, c'est-à-dire les gens voient la photo et puis ça passe, quoi, ça, rien d'extraordinaire. Elle n'est pas centrée sur la maison, elle fait simplement partie d'un vaste inventaire photographique du littoral californien. Et surtout, personne ne la regarde, personne ne se rend même pas compte. Personne ne se rend compte, je veux dire. Selon les informations rendues publiques, lors de l'affaire, la photo n'avait été consultée que très peu de fois. Les gens n'en voulaient même pas avant que la plainte ne soit déposée. Donc au moins une consultation a été faite par les avocats de Barbara Streisand eux-mêmes. Mais lorsque l'artiste découvre cette image, c'est-à-dire l'image de sa maison, si vous ne savez pas, les artistes hollywoodiens sont très, je sais pas, privés, je veux dire, je sais pas si c'est privé, mais avec leur résidence, c'est quelque chose de très privé. Parce qu'ils sont riches et ils sont célèbres, quoi. Elle estime, donc, lorsque l'artiste Barbara Streisand découvre cette image, elle estime que l'image porte atteinte à sa vie privée, en fait, à son logement et ce genre de choses. Alors, elle engage une poursuite judiciaire.
et réclame plusieurs millions de dollars de dommages parce que c'est sa vie privée. À ce moment-là, tout change. C'est là où tout change. Les médias s'intéressent immédiatement à l'affaire. Des journaux, des émissions de télévision et des sites internet parlent de cette mystérieuse photo. C'est quoi cette photo en fait? Des internautes du monde entier cherchent alors la fameuse image. En quelques jours, elle est vue des centaines de milliers de fois. Le procès est finalement rejeté. Et surtout, la tentative de faire disparaître la photo, lui, a offert une publicité mondiale. Quelques années plus tard, le journaliste spécialisé dans les technologies, Mike Masnick donnera un nom à ce phénomène. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Pourquoi réagissons-nous ainsi? Pourquoi réagissons-nous quand on nous... en fait, comment je peux dire ça? Nous sommes plus attirés par l'interdit. Pourquoi? À première vue, ça paraît illogique en fait. Si quelqu'un veut cacher quelque chose, pourquoi cela nous pousse-t-il à le regarder? En réalité, plusieurs mécanismes psychologiques entrent en jeu. Le premier, sans doute le plus puissant, c'est la curiosité, bien sûr. Imaginez que je vous dise par exemple, il existe une vidéo sur internet, mais je ne veux absolument pas que vous la voyez, je vous interdis de la regarder. Imaginez que je vous dise quelque chose comme ça. Sans même connaître son contenu, votre cerveau commencera probablement à se poser des questions en fait. Vous êtes là, pourquoi est-elle interdite? Que contient-elle? Qu'a-t-elle de si spécial? L'interdiction, je pense que l'interdiction agit comme un projecteur en fait. L'interdiction agit comme un projecteur, elle transforme une information. Quand vous avez une information en quelque chose de plus précieux. Donc, c'est-à-dire même si la chose était très banale, le fait qu'on vous interdit la chose, elle devient immédiatement précieuse. Le fait qu'on vous interdit la chose sans donner d'explication, je veux préciser, elle devient immédiatement précieuse. En fait, c'est aussi, la deuxième chose, c'est aussi la psychologie de l'interdit. En fait, c'est de ça que je veux parler. Les psychologues, là je vais lire, les psychologues parlent d'un phénomène appelé la réactance psychologique. Ce concept a été proposé dans les années 1960 par le psychologue Jack Braham. L'idée est simple. Lorsque nous avons l'impression que quelqu'un limite notre liberté de choisir, de penser ou d'accéder à une information, nous ressentons une motivation à récupérer cette liberté. En d'autres termes, plus on vous dit ou on nous dit à tous, ne fais pas cela, plus, sans donner d'explication, je veux préciser, plus nous avons envie de le faire. Ça marche souvent avec des enfants surtout. Là, c'est important, ça marche souvent avec des enfants. Souvent, il arrive, je ne sais pas si vous avez eu des enfants autour de vous, un enfant peut avoir un jouet, c'est-à-dire il ne s'en occupe pas en fait, il ne s'en occupe pas, il ne gère pas le jouet, il joue ailleurs, il joue avec autre chose. Mais une fois que vous dites à cet enfant, ne t'interdis de toucher à ce jouet, il arrive que la plupart du temps, ce jouet devient l'objet préféré de cet enfant en fait. Et nous grandissons tous avec quelque chose comme ça. Nous grandissons tous avec quelque chose. C'est comme un mécanisme, ce mécanisme que l'on observe dès l'enfance. C'est-à-dire un enfant, comme je vous ai dit, un enfant ignore le jouet des heures, mais si un adulte soudain vous dit « tu n'as pas le droit d'y toucher », ben, ça devient sa chose préférée. Nous ne perdons jamais complètement ça en fait. Parlons un peu d'Internet dans ce contexte. Avant Internet, il était parfois possible de limiter la diffusion d'une information. Aujourd'hui, la situation est très, très différente. Une publication supprimée, c'est-à-dire, une publication n'est jamais vraiment supprimée. Il y aura toujours, je sais pas, une capture d'écran, la copie, puis la publication a été partagée, archivée, traduite, commentée, ou même transformée en fait. C'est-à-dire chaque tentative de suppression devient parfois une nouvelle histoire. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec Internet, parce que une fois qu'une chose sur Internet, ça reste pour toujours. Et cette nouvelle histoire, ou je sais pas, Internet encourage davantage des personnes paradoxalement, ce n'est plus l'information elle-même qui devient virale, c'est le fait qu'on essaie de la faire disparaître en fait. Je vais donner quelques exemples. Parlant de l'effet Streisand, j'ai parlé de l'effet Streisand, et ça apparaît avec beaucoup de célébrités. Moi qui les suis beaucoup, je vois ça. Prenons l'exemple d'une entreprise par exemple.
Ça, c'est un exemple que j'ai aimé bâtir, en fait. Un client, par exemple, publie souvent sur les pages des entreprises, il y a on appelle ça des avis, en fait. Des avis à la fin. Si tu vas dans un restaurant et que tu n'aimes pas le service, tu peux écrire. Tu peux écrire un avis et dire ben, ça n'a pas été à la hauteur, quoi. Donc, si un client publie un avis négatif, seulement quelques dizaines de personnes le lisent, l'entreprise décide alors, l'entreprise décide alors de poursuivre ce client en justice. Les médias couvrent l'affaire. Des milliers d'internautes découvrent l'avis qu'ils n'auraient jamais vu autrement. Alors l'entreprise, ce que l'entreprise voulait protéger, elle obtient l'effet inverse, en fait. Elle obtient l'effet inverse. Par exemple, je peux pas parler encore par exemple, un influenceur qui critique une personnalité publique. Disons un influenceur, une personne juste commune qui critique une personnalité publique, cette personnalité publique exige sa suppression, en fait, la suppression de la critique. Les internautes se demanderont immédiatement pourquoi veut-elle cacher cette vidéo. Ils se mettent à la rechercher et à publier ou à discuter, en fait. C'est là aussi l'effet de propagande. Encore une fois, comme on dit, la tentative de contrôle devient le sujet principal, en fait. L'effet Streisand, désolé, peut également concerner les États. Lorsqu'un gouvernement interdit un livre, par exemple aux États-Unis, en 2023, en Floride, il y avait des livres qui étaient bannis, en fait, dans les écoles. Je sais pas, c'était des livres, je crois, qui parlaient de l'esclavage ou des choses comme ça, je sais pas. Je ne savais pas en ce moment-là. Il y avait des livres qui étaient bannis. Alors quand j'ai appris qu'il y avait des livres qui étaient bannis, je me suis dit pourquoi, en fait, il y a des livres qui sont bannis. En fait, ça a attisé mon attente, ça a attisé ma curiosité. Je voulais savoir pourquoi ces livres étaient bannis. Ça arrive avec des films. Quand un film est banni, j'avais même suivi un petit documentaire qui disait, il y avait une chanson de Michael Jackson qui parlait, je sais pas, qui parlait de la brutalité policière aux États-Unis, quelque chose comme ça. Je crois que la chanson, ça se nomme They Don't Care About Us ou quelque chose comme ça. Alors, apparemment, le gouvernement avait banni la chanson. La chanson avait été enregistrée, je crois, filmée au Brésil. Le gouvernement avait banni la chanson. Ça a créé l'au-delà, quoi. Ça a créé quelque chose de très massif. Les gens ont voulu savoir pourquoi est-ce que la chanson a été bannie, alors que ça parlait de la brutalité policière aux États-Unis. Tout dépend aussi du contexte, de la visibilité, la tentative de retrait. C'est aussi la manière dont la personne fait un retrait, quoi. Est-ce qu'il peut arriver, c'est une question que j'ai cherché à répondre, est-ce qu'il peut arriver que l'effet Streisand ne fonctionne pas, en fait, c'est-à-dire parce qu'il est toujours important de nuancer. C'est pas une loi universelle, ce phénomène n'est pas une loi universelle, bien sûr. Si une information est totalement inconnue et qu'une demande de retrait reste discret, il est possible que personne n'entende parler de ça. De même, certaines suppressions sont efficaces, notamment lorsqu'elles concernent, par exemple, des contenus qui ne sont jamais devenus vraiment publics. Donc, l'effet Streisand, apparaît surtout lorsque la tentative de suppression devient elle-même une information. Alors que, en fait, en étudiant un peu sur l'effet Streisand, je me suis dit une chose, j'ai juste compris une chose. En fait, j'ai juste compris la psychologie humaine. En fait, c'est beaucoup plus ça, en fait. C'est juste compris la psychologie humaine beaucoup plus. Quand tu essaies de cacher quelque chose, essayez juste d'être devant une personne. Quand une personne essaie de vous cacher quelque chose, cette personne va attiser votre curiosité. Alors, peut-être que la prochaine fois que vous entendez parler d'une vidéo supprimée, d'une photo retirée ou d'un livre interdit, posez-vous une question. Est-ce que cette tentative de censure va réellement faire disparaître cette information ou est-ce qu'elle est en train de lui offrir la meilleure publicité?
littéralement la meilleure publicité. Ça agit aussi avec la psychologie inversée. Même si la psychologie inversée, c'est pas la même chose. Tu vois, la psychologie inversée n'est pas la même chose. La psychologie inversée, je veux que tu fasses la chose, mais je te dis de ne pas le faire. Comme ça, tu vas faire la chose, en fait. C'est un peu ce genre de choses. Ça marche beaucoup plus avec des enfants. Ça marche beaucoup plus avec des enfants. Par exemple, l'effet Streisand peut être aussi utilisé avec un enfant. C'est-à-dire, on peut tirer quelque chose comme, tu ne peux pas juste dire à un enfant, arrête de faire ça, tu vois. Ça marche pas toujours. C'est mieux de canaliser son attention sur quelque chose, sur autre chose. Comme ça, tu seras sûr. Vous voyez, c'est-à-dire tu canalises son attention. Sinon, cet enfant ne va pas tellement prêter attention à ce que vous dites. Moi, je pense que l'effet Streisand, pour conclure, c'est beaucoup plus une leçon de psychologie humaine sur la communication et le pouvoir, pas seulement le pouvoir des réseaux sociaux, mais le pouvoir de la psychologie humaine. Il nous montre que, c'est-à-dire contrôler l'information est parfois le moyen le plus sûr. Vouloir contrôler, je veux dire, est parfois le moyen le plus sûr de la rendre impossible à ignorer. De la rendre impossible à ignorer. Comme j'ai toujours dit, c'est-à-dire la personne qui contrôle, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les chaînes de télé, c'est-à-dire la personne qui contrôle l'image, c'est-à-dire le visuel, contrôle les opinions aussi, je trouve. Merci d'avoir écouté cet épisode.